Salut à tous les amis, enfin on se retrouve pour un nouveau off de JSPC, on va réagir ensemble à à l'intervention d'Emmanuel Macron. Il nous a fait une intervention à l'américaine, c'est-à-dire, tu sais, c'est quand tes potes ils déconnent en mode ils foutent un peu trop la merde et tout, ouais, mais là tu fais intervention, tu déboules et tu leur dis oh ça va pas, faut mettre les pendules à l'heure. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo un peu plus sérieuse sur le sujet, donc là on a fait pas mal de vidéos humoristiques sur les gilets jaunes, il y en aura d'ailleurs une autre demain, mais là on va parler un peu plus sérieusement, donc pas de musique, pas d'insert, juste des réflexions et surtout un ressenti, puisque je viens de voir donc cette interview et je voulais un petit peu en parler avec vous, l'analyser, vous donner des pistes, en tout cas de réflexions qui sont les miennes, et voir si vous les trouvez pertinentes, si vous avez envie de les développer, de les contredire, ou de les utiliser afin de construire votre propre réflexion sur le sujet. Alors, on commence quand même avec une bonne nouvelle. Macron était pas là depuis 15 jours, donc il va bien. Déjà, il est vivant, et au vu de sa prestation, on peut à peu près savoir ce qu'il a foutu. Je pense qu'il vient de passer 15 jours de cours particuliers de théâtre avec le professeur particulier de Dominique Strauss-Kahn. C'est évident, là on a eu le même truc, c'est-à-dire, et je suis désolé, on avait la même, il avait les guibolles pareil, tu sais, ras du plateau, comme des SK avec les doigts qui bougent un peu. Donc le discours était divisé en trois parties. Une première partie où il a parlé des violences, une deuxième partie où il a parlé des gens, et une troisième partie où il a parlé de ses projets, de ses propositions pour régler la situation. Alors la première partie était très courte, sur 12 minutes d'interview, il a fait que 2 minutes sur les réponses aux violences. C'est assez malin niveau timing, parce que ça donne quand même l'impression qu'il était plus focalisé sur le ressenti des gens et sur le fait de répondre aux gens que sur la condamnation des violences, mais il en a quand même balancé une belle quand même sans perdre une dent. Je dois avouer que ça fait maintenant bientôt 6 ans que je fais des vidéos de commentaires d'actualité, et je rigole souvent du fait que ah putain on a un dictateur et tout machin. Et là quand même j'ai flippé, parce que quand le mec te dit quand la violence se déchaîne, la liberté cesse, fin de citation, c'est un peu lourd pour une entrée. T'as un peu l'impression d'avoir attaqué le repas de famille avec une tartiflette. C'est-à-dire que là, ça fait 30 secondes que t'es dans le game, et le mec, il est en train de te balancer qu'on est en dictature. Parce que tu la prends comment, en fait? J'extrapole, mais cette phrase est déjà hyper maladroite. De dire à des gens que quand la violence règne, pas quand elle triomphe, pas quand elle a gagné, non, quand elle règne, donc elle est là, comme elle est partout, puisque la violence sociale est partout, la liberté cesse. Donc là, le degré de violence dans lequel on est fait que la liberté, qu'il estimait qu'on avait déjà, cesse. Comment, moi, j'interprète ça? En tant que citoyen de la Ve République, avec quand même une monarchie constitutionnelle assez marquée, des choses comme l'article 16 qui permettent au président de prendre les pleins pouvoirs lorsque la situation du pays l'exige et sans consulter qui que ce soit. Encore une fois, c'est des extrapolations, mais c'est d'une violence inouïe, d'autant qu'il enchaîne en disant que les auteurs de ces exactions, qui je rappelle n'ont pas été arrêtés, puisqu'on a arrêté quasiment des prolos, quoi, de base, on a arrêté des gilets jaunes, on n'a pas arrêté les casseurs, les mecs qui sont fichés par la police, les black blocs, les mecs de cité. Ils ont été très très peu dans les tribunaux, beaucoup de commentateurs politiques l'ont souligné, donc il y a quand même encore cette façon de vouloir faire peur et prendre des gens qu'on va réellement détruire, et pas des professionnels de ça, pour les ériger en exemple. C'est assez effrayant, voilà, je trouve, d'entendre ça. La deuxième partie donc, du discours, c'était la partie sur la situation, c'est-à-dire j'ai compris les gens, et là, j'ai envie de te dire, Emmanuel, c'est du tout faux, quoi. Parce que là, il nous a fait, mais franchement, 3 minutes 30 d'Émile Zola, quoi. C'est affligeant. Le mec, il a pris une voix. C'est là où je dis qu'il a pris des cours avec DSK. Le type, il déboule, il te dit, je pense à cette retraitée. C'est très évanescent comme ça. Le mec est en train de se dire, je vais niquer la bête humaine, je vais écrire mieux en incipit. Tu vois, l'intro de la bête humaine, je la zobe. Je pense à la retraitée. Je pense à cette jeune femme qui est à la fois mère et encore fille. Mais ta gueule, qui est? Il dit, je les ai rencontrés dans les ronds-points. Je croyais que c'était les gares où les gens n'étaient rien. Le mec doit faire de l'auto-promo pour ses cars Macron, là. Puisque c'est les cars Macron, Emmanuel Macron aussi. Hein. Donc il doit faire de l'auto-promo, il doit plutôt vendre les ronds-points
que la SNCF. Puisque de toute façon, les gares, il est en train de les virer et puis de les reconstruire n'importe où. Parce que des urbanistes fous du 8e arrondissement de Paris pensent que c'est comme ça qu'il faut administrer la France. Enfin bon, bref, là aussi, très mauvais. Tout ce que je veux expliquer, c'est qu'il faut que Emmanuel, et là je te parle directement, tu vois, je t'appelle pas pause caca, il faut que tu arrêtes de dire aux gens « je vous ai compris ». Alors que tout ce qu'ils entendent depuis un an, c'est « je vous ai compris ». C'est là où ça coince. C'est là où ça coince parce que tu devrais assumer le « je ne suis pas de votre monde ». Je ne vous comprends pas, je suis désolé, mais justement, je vais vous recevoir, vous écouter pour vous connaître ce réel, connaître ce monde, mais continuer à essayer de nous faire croire que tu comprends quelque chose à la réalité quotidienne du prolétaire français parce que tu as été dans un rond-point, comme ça, très évanescent, à vouloir réécrire la bête humaine, ça marche pas. Ça marche pas et les gens le gobent pas. Et assumer qu'on n'est pas du même monde, c'est pas assumer son incompétence. Donc il y a un moment, il faudrait peut-être changer un peu de stratégie. Ensuite, on a eu droit donc au traditionnel passage du « c'est pas ma faute, c'est pas facile », hashtag François Hollande, ça il a bien appris sa leçon, puisqu'il a très justement pointé du doigt que ces problèmes structurels sont là depuis 40 ans. Hein, il a balancé à la Zemmour qui dit « mais ça fait 30 ans », tu sais, un truc, on ne sait pas de quelle date, de quand. Oui, ça fait très longtemps que ça dure. Donc il t'a énuméré tous les problèmes, le saligo. Il t'a dit que ça faisait bien 40 ans que ça durait, tu vois, il était à 2 doigts de parler de la loi de 73, le mec. Je déconne. Et après, il te dit, et nous sommes désolés de ne pas avoir réglé le problème en 1 an et demi. C'est là où tu vois qu'il se fout de ta gueule. Parce que oui, on n'a pas fait assez en 1 an et demi, mais il te compare en fait une durée très très longue et une succession de problèmes. Et ensuite, tu te dis, en 1 an et demi, on n'a pas réussi à régler. Je ne sais plus comment ça s'appelle en zététique, mais c'est un argument fallacieux typique, c'est de l'absurde en fait. C'est-à-dire qu'il se fout de ta gueule, il est en train de s'excuser d'un truc qui était infaisable. On ne te reproche pas de ne pas avoir réglé la situation en 1 an et demi, on te parle d'avoir voulu t'en inscrire dans la continuité et de n'avoir même pas essayé avant, il y a 2 heures, de t'intéresser au problème. Et la troisième partie, donc c'est le moment où il est parti sur les propositions, justement. Et là, c'est divisé en 3 sous-parties. La première, c'était quand il a répondu aux questions économico-sociales. La seconde, c'est quand il a parlé des problèmes de représentativité. Et ça, c'était assez intelligent de le faire. Et la troisième partie, c'est quand il nous a parlé des questions d'identité et d'immigration. Et j'avoue que là, je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Donc on va revenir sur les 3 points pour voir pourquoi c'est de l'entubrie, dans le pire des cas, et dans le meilleur cas, pas du tout suffisant. Alors concernant l'aspect économique, il a tout de suite, c'est là où il a été le plus précis. C'est le seul endroit, d'ailleurs, où il a annoncé réellement autre chose que des déclarations d'intention, mais des réformes et des modifications concrètes. Donc il y en a 4. La première, c'est l'augmentation donc du SMIC de 100 € immédiatement et pas à charge des entreprises. La seconde, c'est donc le rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires. Je dis le rétablissement parce que c'est l'idée de Sarkozy. Et la troisième chose, c'est la suppression de l'augmentation de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2 000 € par mois. Et enfin, la dernière, El Famoso, défiscalisation aussi des primes de Noël, où il a incité les entrepreneurs, les entreprises, pardon, à donner justement des primes de Noël conséquentes cette année. Alors, concernant donc le premier truc, c'est-à-dire l'augmentation de 100 €, bah oui, mais la réaction des Gilets jaunes, elle a été immédiate et elle est logique. C'est de dire, si vous augmentez le SMIC de 100 €, les mecs qui étaient à 100 € au-dessus, c'est quoi? C'est les nouveaux smicards. Enfin, ce genre de coup de pouce au SMIC, il est complètement pas crédible en fait, parce qu'il est effectivement, au vu de ton idéologie et ton économique, assez incohérent. Et puis il y a un autre truc très simple qui fait que c'est pas crédible, bah, c'est que ça figurait déjà dans le programme. Non, Emmanuel Macron ne nous a rien donné, que ce soit pour l'augmentation de 100 € du SMIC, ou que ce soit pour le rétablissement de l'exonération des heures supplémentaires. Ça, ce que vous voyez là, c'était les propositions d'Emmanuel Macron pour la campagne présidentielle 2017. Il se fout de ta gueule. Là, il nous a vraiment donné 100 balles et un Mars.
C'est juste qu'en fait, il nous les a donnés un peu plus tôt que ce qu'il avait prévu. Alors, pour l'augmentation de 100 euros, je pense qu'il en parlait très peu pendant la campagne et il n'avait pas l'intention de l'appliquer. C'était vraiment un attrape-prolo, histoire d'avoir 2-3 ouvriers qui votent pour lui. Mais, enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. D'autant d'ailleurs que, comme le révèle cet article de France Info, que vous voyez maintenant, l'Élysée a confirmé que ces 100 euros d'augmentation comprenaient déjà les hausses prévues de la prime d'activité, soit 30 euros en avril 2019, 20 euros en octobre 2020 et 20 euros en octobre 2021. Donc soit il va nous donner moins plus tard, alors qu'il voulait nous donner ça, donc en fait il va les retirer au fur et à mesure dans les années qui vont venir, soit il va pas nous augmenter le truc, d'autant qu'il le dit. Donc quoi qu'il arrive, c'est vraiment une enculerie. Moins de 2 heures après avoir fait son speech, l'Élysée est déjà en train de confirmer que le président s'est foutu de notre gueule. Alors bien sûr, cette augmentation, elle est bien perçue par la plupart des gilets jaunes, mais elle est clairement insuffisante. Par contre, il y a un truc qui était le moment de la soirée, c'est que ces trous du cul de la République en marche ont envoyé, donc juste après l'intervention comme représentante de LREM, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui te balançait il y a encore 2 jours, nous n'augmenterons pas le SMIC parce que ça détruit des emplois. Et donc elle arrive, elle pose son cul, même pas le temps de se visser sur la chaise, et là le présentateur qui, tout de suite, il l'a aggro mais façon bâtard. Genre alors Muriel, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et bah elle l'avait dans le cul quoi. Je te jure, c'était, je pense que c'est sur la chaîne de Malaise TV dans pas longtemps. Alors, oui, non mais alors, si, parce que, du coup, non mais parce qu'on s'est pas compris. C'est-à-dire que, en fait, oui, mais non. Ben voilà, parce que automatiquement, parce que pour le SMIC, que donc. Et c'était très drôle, parce qu'en gros, elle a essayé de nous expliquer pendant 10 minutes que non, mais en fait, quand on augmente le SMIC, ça détruit les emplois, mais là, on l'augmente avec le sourire, donc finalement, ça passe, et je vais même vous dire, ça va créer 1,7 milliard. Donc tu vois, on l'avait pas vu, parce que c'est Bestel, il a même mis la cassette, ça a tout niqué, la calculette, elle marchait pas. En fait, c'était marqué moins 800 millions, mais en fait, c'était plus 1,7 milliard, c'est un problème de cosinus. Donc ça, c'était quand même le grand instant de la soirée, je trouve. Concernant donc la deuxième réforme qui consiste à exonérer d'impôts, donc de CSG, pardon, de s'exonérer donc d'augmentation de la CSG les retraités qui touchent moins de 2000 euros, je pense que c'est le truc qui a été le mieux perçu, parce que c'était quelque chose qui, effectivement, il l'a reconnu, était du domaine de la justice sociale et du bon sens, et surtout, c'est ce qu'il dit, un effort trop gros pour les retraités. Donc tu vois, là, je suis pas particulièrement chien, je reconnais que c'était quand même le minimum nécessaire. Concernant l'exonération des heures supplémentaires, bah, même le ministre, enfin, pas le ministre, le représentant, la LREM, qui était après Muriel Pénicaud, il l'a reconnu, le mec. Il a dit, mais c'est la réforme de Sarkozy? Il a dit oui, voilà. Donc on a, c'est fou, parce que c'est pas une question est-ce que cette réforme est bonne ou est-ce que cette réforme n'est pas bonne, cette réforme ne sert à rien, c'est pour ça qu'Hollande a voulu la supprimer. Elle n'est pas suffisante. Ils ont tellement pas intégré la nécessité d'apporter des réponses sociales que le seul truc quasiment qui peuvent te sortir du tiroir, c'est une mesure de Nicolas Sarkozy de son programme de 2007, c'est-à-dire un truc qui a 11 ans. Et que le gouvernement dont faisait partie Emmanuel Macron, et avec l'aval d'Emmanuel Macron, a supprimé. C'est montrer une absence de cohérence politique, et ça on y reviendra plus tard, et le fait qu'il est en train, non pas d'intégrer les revendications des Gilets jaunes dans une volonté de changer de paradigme économico-politique, et donc de créer, parce qu'il est intelligent ce garçon, une nouvelle façon de concevoir l'économie sur les 4 ans qui restent, en intégrant comme point de départ des revendications des Gilets jaunes, c'est non, c'est une succession de compromis dont ils seront les premiers à nous dire que ça nous coûte du pognon dans pas longtemps et que c'est de notre faute si on vit moins bien parce qu'on l'a demandé, qu'ils distillent dans une politique qui restera celle qu'elle est, et on reviendra là-dessus plus tard. Et la dernière réforme, c'était d'inciter les entreprises, vraiment, il les a secoués, hein. Il les a pris par le petit costard, et il leur a dit donner des grosses primes, pour ceux qui le peuvent, attention, il a raison, hein, parce que c'est pas autrement que ça va se passer, donner donc des primes, cette année, et on va vous les exonérer. Donc là, il mise tout sur le syndrome Noël, et ça aussi, on va en reparler. Il y a un point sur lequel il n'est pas revenu, c'est donc la suppression de l'ISF, qui effectivement est peut-être un des seuls trucs d'Emmanuel Macron qui pourrait à peu près se tenir économiquement d'un certain point de vue, mais là, encore une fois, c'est tellement en fait insignifiant en termes de réinvestissement dans l'économie réelle, cette suppression de l'ISF, que pour le coup, c'était tellement important s'il l'avait rétabli au niveau du symbole, que je crois qu'il aurait dû le faire. Quitte à faire des trucs qui sont contre sa politique et qui sont du domaine du symbole, autant faire ça. Après, peut-être qu'il ne veut pas trop se fâcher avec les gens qui l'ont fait élire.
Et ensuite, il y a eu deux autres parties au discours, donc la partie qui était liée aux questions démocratiques et la partie qui était liée aux questions identitaires. Concernant ces deux parties-là, c'est le moment du discours de Macron où il n'y a plus, vous verrez quand vous regarderez, la moindre proposition concrète, mais il n'y a que des déclarations d'intention. Et je pense que c'est une tactique qu'il fait pour gagner du temps, c'est-à-dire qu'il a donné un petit peu, il a donné des trucs comme ça, et puis il espère ne pas avoir à en donner plus et que ça passera d'ici Noël. Concernant les questions de démocratie, il a effectivement constaté qu'il y avait un problème de démocratie au sein du peuple français, de communication, de séparation entre les élites et la base. Mais alors là où il est absolument incroyable, c'est qu'il te dit une fois le mot démocratie directe, hein, parce qu'il faut le dire, voilà, démocratie directe, c'est bon, parce qu'on a Étienne Chouard, il appelle tous les matins au standard, c'est chiant, en plus il change de numéro, il nous harcèle, on n'en peut plus de ces conneries, donc c'est bon, il a entendu, là, il est content, et par contre, le seul truc qu'il te propose de concret en termes de réforme, c'est de dire que les citoyens auront un accès plus facile à leur mère, non, pas leur maman, leur mère, c'est-à-dire qu'il te dit, bon, écoute, t'as un problème avec moi, demande à Alain Juppé. Il va s'en occuper. C'est fou. T'as un problème d'argent. Bon, t'auras une meilleure communication avec Patrick Balkany, je te promets. Bien sûr qu'il y a aussi les maires des toutes petites communes qui font un travail extraordinaire, mais ça coupe aussi quand même beaucoup de gens. C'est un peu fou. Et le projet qu'il te propose, c'est qu'il te dit qu'il va entamer donc une grande tournée des maires. Il y a un problème de démocratie en France, bah je vais organiser une tournée, nique sa mère à la Johnny, allumer le feu, on y va, c'est parti. On dirait, et c'est super maladroit historiquement, parce que ça rappelle vraiment les états généraux de Louis XVI, alors à savoir que 15 jours après, les mecs venaient faire, venaient justement sans faire toc toc toc, quoi. Donc ça va pas être possible, ça va pas être assez. Et concernant donc la troisième partie, les questions identitaires, là j'étais sur le cul qu'il les aborde, hein, ça je dois être concret, il a parlé de l'immigration, voilà, il a compris donc, hein, ça fera fermer le claquet à tous ceux qui disent que ceux qui défendent qu'il y a un fond aussi identitaire dans le mouvement des Gilets jaunes sont d'ignobles fascistes. Il a abordé la question de l'immigration, et là c'est le pompon, parce que le mec, il emploie un mot très très fort, qui s'appelle islam sans le dire, puisque c'est à ces gens-là qu'il veut répondre, ceux qui ont un problème avec l'islam. Il dit, il y a des modes de vie qui séparent les Français. Tu vois. Donc tu es là, tu fais waouh, tu te dis merde, il est parti, qu'est-ce qui se passe? Alors il a lu Éric Zemmour, et il te dit, nous allons organiser une grande... Alors là, je ne sais plus s'il dit consultation, commission, bon, enculerie donc, où on va inviter tous les partenaires pour discuter de la question de l'immigration en mettant les cartes sur la table. Et il te dit, donc il y aura l'Assemblée nationale, il y aura le Sénat, il y aura les représentants syndicaux, il y aura les représentants du patronat, et il y aura les associations. C'est clair? Que des gens qui sont d'accord pour l'immigration. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Bah ouais, c'est-à-dire que c'est quoi le débat? Il va y avoir 15 jours de gens qui vont dire on est pour l'immigration, mais c'est pour faire du pognon. Ah non, c'est pour les droits de l'homme. Ah non, c'est pour faire du pognon. C'est pour les droits de l'homme. Bon, on tranche, c'est pour les deux. Immigration. C'est pas un discours anti-immigrationniste, mais c'est-à-dire qu'en fait, il te dit je vais inviter les patronats, les partis politiques, l'Assemblée nationale, le Sénat, les syndicats, c'est-à-dire tous les gens dont les gilets jaunes ne voulaient plus. Tout sauf les gilets jaunes, en fait. Qui ont voulu dire qu'ils n'étaient ni dans les syndicats, ni dans les partis politiques, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, ni les grandes entreprises. Ils sont tout le reste de ça, justement, et il va inviter tout le monde, sauf ces gens-là, à faire un grand débat, d'autant que tu nous balances quand même ce truc 2 jours après les accords de Marrakech. Alors encore une fois, c'est un autre sujet, les accords de Marrakech. C'est un progrès dans le sens de la politique où ils veulent aller. Mais ça pose quand même comme postulat que l'immigration est quelque chose d'uniquement bénéfique, quand tu lis donc le Paplard, qui participe au progrès et à l'émancipation des peuples, etc. Ça, c'est un truc complètement éloigné des questions réelles, donc c'est une possibilité de le voir comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il le sait très bien que c'était pas populaire. Sinon, il serait allé le signer lui-même, parce qu'il se dit 2 jours après qu'il est signé, il n'a rien signé. Il a envoyé une secrétaire d'État en douce aller signer le truc. Et je pense qu'ils étaient à 2 doigts d'exploiter les coutumes locales et de lui mettre une burqa sur la tête à la secrétaire d'État, histoire de dire, bon, au moins en plus, ils ne sauront pas qui on a envoyé, on peut vraiment la faire complète sans que personne ne le voie. Tu le sais que c'est quelque chose qui pose problème à une grande partie du peuple et du peuple qui était là. Donc là, encore une fois, ce discours n'est pas recevable. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner 5
conclusion que je fais de tout ça, de ces 4 actes des Gilets jaunes et de ce discours d'Emmanuel Macron, vous pouvez adhérer à certaines d'entre elles et pas à d'autres, à aucune ou à toutes, et surtout les utiliser comme base de départ de votre propre construction personnelle. La première chose que je pense, c'est que Macron avait peur. Derrière l'acteur studio, il y avait fondamentalement quelqu'un qui flippe. Et si Macron flippe, c'est parce que ces mouvements sociaux étaient violents. Et je vais donc répondre à ceux et celles qui m'accusent et qui ont accusé tant d'autres d'avoir fait l'apologie de la violence au sein de ces mouvements sociaux. À aucun moment je n'en ai fait l'apologie. Ce que j'ai dit et ce que je dis maintenant surtout, c'est que cette violence est la seule chose qui a fait que ce soir Macron avait la queue entre les jambes. J'ai 36 ans, j'ai un passé de gauchiste derrière moi, quand même quelques petites manifestations, participation des mouvements sociaux, je suis de la génération CPE, c'est peut-être des souvenirs d'enfance exaltés pour les plus jeunes, Villepin, Chirac, contrat première embauche, allez vous documenter sur tout ça, c'est marrant, c'est le passé. On n'était pas forcément moins nombreux. À Nuit debout, à Paris, on était tout aussi resserré que ça. C'est pas une question à quelques dizaines de milliers qui change quelque chose. On était le même nombre. La seule chose qui a changé là, c'est qu'il y avait de la violence. Et regardez comment ils nous ont parlé au début quand les mouvements n'étaient pas violents. Regardez, on s'est fait traiter de nazis, enfin de pollueurs, puis ensuite de nazis. Ils sont gentils, ils respectent l'ordre, sinon c'est pas crédible. Nazis, puis pollueurs aussi. Non, bon, il faut respecter un certain ordre, même si le nazi pollue via les chambres. Bref, et donc du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que la seule chose qui les a fait plier et qui leur a fait peur, c'est la violence. C'est pour ça que sur les plateaux télé, là, ça fait 2 jours que quand il y en a qui défendent la violence, à part Alexis Corbière, parce qu'ils ont envie de se le farcir électoralement, mais tous les autres qui défendent cette violence, en général, à part Routel Krief, ils sont comme ça, les mecs. Ils font ouais, je comprends, je comprends. Ils sont plus attentifs à ça, parce que c'est la seule chose qui les a fait plier. Donc moi, ce que je décris, c'est un phénomène social de violence, mimétique, pour être exact, on reviendra sur René Girard après, qui a servi à désigner un bouc émissaire. Mais ce processus de violence, je ne dis pas qu'il était bien ou pas bien, je dis que ce processus de violence est la seule chose qui a fait que cette fois-ci, contrairement à d'autres, ils ont plié. Deuxième chose que je tire de tout cela, c'est que cette manifestation peut continuer à durer et à perdurer, et a plus de chances de continuer à durer et à perdurer, peut-être que la suite me donnera tort, que d'autres mouvements sociaux récents, comme justement le contrat première embauche, la loi travail ou d'autres, ou même le mariage pour tous. Et ça pour une raison très simple, c'est la deuxième chose, en plus de la violence qui changeait d'habitude, c'est que les gens ne manifestent pas contre une loi. Les gens au début manifestait contre une augmentation, et elle est devenue très vite secondaire. Elle est devenue une revendication pour le droit à être considéré dans notre dignité, c'est-à-dire à ne plus survivre, à vivre, à pouvoir avoir des revenus décents, à pouvoir avoir une démocratie représentative qui ressemble à quelque chose et à pouvoir avoir une importance dans cette société. C'est-à-dire que les gens ont manifesté contre la pauvreté. Donc, quand tu manifestes contre une loi, au bout d'un moment, la loi, elle est votée. Donc, tu as des manifs, pour pas qu'elle soit votée, tu as une manif au moment où elle est votée, puis une fois qu'elle est votée, la manif d'après, il y a déjà la moitié des gens qui sont partis, les autres qui disent « Ah, c'est pas bien, merde !» Et puis, automatiquement, vu qu'une fois que la loi est votée, elle est votée, le mouvement ne peut pas perdurer. Là, les gens veulent, comme obtenir l'arrêt de la pauvreté et de la misère. Donc, théoriquement, je pense que dans un demi-siècle, on peut encore y être. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a une durée de vie potentiellement sans limite à cette manifestation-là. Et ça aussi, c'est quelque chose qui leur a fait peur. La troisième chose, c'est que je pense que ce mouvement a déjà gagné. Il a déjà gagné parce qu'il a déjà rempli des objectifs qui sont énormes au vu de ce qu'ont été les précédents mouvements sociaux de ce pays depuis pas mal de temps. Ce mouvement, même si bien sûr Macron ne démissionnera pas, a déjà atteint une partie de son objectif, c'est-à-dire que le quinquennat de Macron est terminé. Alors, pourquoi je dis que le quinquennat de Macron est terminé? Pour une raison assez simple.
Macron a fait une erreur fondamentale, c'est-à-dire que ce mouvement a gagné aussi parce que l'adversaire a été mauvais. Et l'adversaire a été mauvais parce qu'il a sous-estimé ce mouvement, il a cru que c'était comme les autres mouvements que je viens de citer, et Macron a mis beaucoup trop de temps à répondre. Et en mettant beaucoup trop de temps à répondre, en envoyant des sous-fifres qui nous ont insultés manifestation après manifestation, il s'est passé un phénomène extrêmement simple que René Girard a très très bien décrit, et avant lui, l'auteur de l'Évangile selon Matthieu, les choses cachées depuis la fondation du monde, donc pour paraphraser à la fois René Girard et l'auteur de l'Évangile selon Matthieu, qui bien que n'étant pas Matthieu ne m'empêche pas d'être chrétien, c'est là où je vais faire chier le monde, c'est que Macron a incarné le bouc émissaire. En ne répondant pas au peuple, il est devenu l'objet central de cette manifestation. C'était une manifestation contre Macron, c'était une manifestation contre tout ce qu'il représentait. Il a agi beaucoup trop tard, et ce petit discours de réformette de toute façon fera que même s'il arrive à continuer le combat, il s'est pris une belle cicatrice sur le côté qui ne cicatrisera pas avant la fin des 5 ans. Ce que Macron a déclenché, c'est un processus social donc, qui naît de la violence que j'ai décrit précédemment et contre lequel il ne peut rien, parce que Dieu lui-même n'y peut rien. L'idée du bouc émissaire de René Girard, vous savez que je suis un girardien convaincu, c'est que la société entière est basée sur le mimétisme, ce mimétisme engendre des violences, et que la société a besoin de canaliser, donc pour faire corps et se définir comme société, elle a besoin de canaliser cette violence à intervalles réguliers en désignant une victime aléatoire et expiatoire, et qui est souvent une victime désignée parmi ceux qui passent pour les plus doux ou les plus faibles. Et Macron, en ne parlant pas, a incarné cela. Et il est devenu le bouc émissaire, donc ça renvoie à l'Ancien Testament, en fait, à la tradition hébraïque du bouc émissaire, justement. Il est devenu ce bouc émissaire, et il est devenu prisonnier de force de l'histoire, que moi je considère, au sein de ma conception personnelle de la foi, être les dieux du monde, c'est-à-dire réellement des forces qui guident les hommes dans une telle force, une telle violence, qu'on ne peut pas grand-chose contre cela. Et justement, toute l'image du Christ, c'est que même Dieu lui-même, donc Jésus, face au bouc émissaire, ne peut rien. Il est crucifié. Là où la foi catholique naît, c'est qu'à partir de ce mythe, ils te disent que c'était un sacrifice volontaire. Mais le constat du réel, c'est qu'il s'en prend plein la gueule pour pas un rond. Jupiter ne gagnera pas ce combat-là. J'en profite pour faire une petite aparté audio pour justifier mon propos. Regardez pendant ces manifestations-là. Vous aviez des Black Blocs, vous aviez des Antifa, vous aviez des militants de la France Insoumise, vous aviez des mecs de chez Ayoub, des types de chez Soral, vous aviez des militants du Front National, vous aviez des agriculteurs, vous aviez des bobos de centre-ville, vous aviez des gens qui étaient dans toutes les classes sociales et dans des mouvances politiques extrêmement éloignées, et elles ne se sont pas foutues sur la gueule. Il y a eu quelques rares débordements, mais c'est quand la dernière fois, je veux dire, entre manifestants eux-mêmes. C'est quand la dernière fois que vous avez vu une telle union d'opinions politiques qui ont toutes pour point commun d'être des opinions politiques dites extrêmes, entre guillemets, ne pas se foutre sur la gueule. Parce que la violence entière était canalisée contre cette victime qu'est Emmanuel Macron. C'est encore une fois une force extrêmement forte. Et si je dis que le quinquennat de Macron est terminé, c'est pour des raisons pratiques. Il va être obligé de commencer à donner un peu sur sa gauche alors qu'il ne donnait que sur sa droite. Il arrivera paradigmatiquement à le justifier en disant bah, « j'ai dit je suis socialiste, vous pouvez le retrouver ça dans les archives ». Oui, on l'a, on a aussi le moment où il dit son contraire, mais c'est très bien comment ça marche en politique. Donc il pourra très bien dire « je suis ni gauche ni droite », le truc habituel. Bien sûr, j'avais l'intention de faire du social depuis le départ. Si, je vous l'avais pas dit, mais c'est un oubli, c'est la secrétaire. Janine, les mémos aussi, vous êtes chiante. Donc il va essayer de nous le vendre comme ça, enfin Marlène plutôt, donc trêve de plaisanterie, il va pouvoir le justifier ce truc. Mais ça ne colle pas à sa politique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses qu'il a proposées ne sont pas du domaine d'une conception globale de comment il pourrait mener une autre politique sur 5 ans avec un changement de paradigme. Non, c'est réellement des mesures qu'il prend à contre-cœur, en nous expliquant, et ils nous expliqueront, ils nous feront culpabiliser en lui disant « Ah bah oui, mais la croissance, c'est vous qui l'avez voulu, le SMIC à 100 balles, hein. Moi j'ai pas voulu vous le donner, hein. On peut l'enlever si vous voulez. Vous êtes sûr? Très bien, mais bon, il faudra pas se plaindre de ne pas avoir de dessert. »
Ils vont essayer de nous escroquer comme ça. Mais les réformes que prend Macron sont des réformes qu'il prend à contre-courant d'une politique qu'il veut mener. Et là où on l'a baisé, c'est que ce n'est pas une politique qu'il veut mener, c'est une politique que l'Union européenne veut mener. Et je pense que nous avons humilié Macron tous ensemble sur un point, c'est qu'il n'est plus, à partir d'aujourd'hui, le champion de l'Europe. C'est terminé. Ceux qui sont au-dessus. Macron n'est pas un président de la France, c'est un président de l'Europe. Il s'est toujours défini comme tel. Macron veut un projet européen. On nous vend depuis 1 an et demi dans les papiers, dans toutes les langues, c'est pour ça qu'une vidéo sur 2 qui fait Macron sont en anglais, qu'il est le nouveau Bonaparte de l'Europe et qu'il est le nouveau young leader de l'Europe, parce que Mamie Merkel a commencé à être usée et puis bon putain ça tient plus debout, donc c'était lui qui devait défendre cette vision du couple franco-allemand, il ne reste plus que ça de toute façon, et là je pense que non. Il s'est décrédibilisé vis-à-vis de ses patrons, parce que c'est néo-populisme, parce que ça s'inscrit là-dedans, vu que c'est comme ça qu'ils nous ont décrit au départ, dans la ligne, dans la continuité de Salvini, de tout ça. Tous ces mouvements qui émanent un peu partout en Europe, Macron a été le plus mauvais à les gérer là. Le plus mauvais. Donc il ne peut plus être aujourd'hui celui qui va promettre à l'Europe que vous inquiétez pas, on est la locomotive qui va tirer tout le truc. Ah non, il est le mec le plus en difficulté de tous les pays européens maintenant. Donc c'est foutu, ils vont devoir remiser sur Mamie Merkel, et c'est pour ça que les prochains programmes aux européennes, depuis 3 jours, là on nous le dit que Emmanuel Macron, les tapins là d'En Marche, ce sera dans un prochain épisode, il y a un député à l'ERN qui te dit le programme pour la République En Marche pour les prochaines élections européennes, c'est le transfert total de souveraineté à l'échelle européenne. Je ne fais pas de l'anti-européisme primaire, c'est encore une fois pas le débat, mais ça veut dire qu'ils vont essayer de rattraper le truc en mode, vu qu'il ne peut plus être le leader de la France au sein de l'Europe, il va dire ah ben fédéralisme, allez du coup, non, ça passera mieux dans la collaboration, t'as compris ce que je veux dire. Donc et ils disent 3 fois dans le truc, derrière l'Allemagne ou je sais plus quoi. Donc on est vraiment là-dedans en fait, on est dans un truc où il va tenter de la rattraper comme ça, mais Macron a perdu son rôle de leader européen, et de toute façon il l'a perdu pour une raison simple, c'est que toutes les revendications auxquelles il va céder, et toutes les revendications auxquelles il sera obligé de céder si ça continue, c'est pour ça qu'il n'a pas donné beaucoup de réformes, il a donné 3 merdes et puis il se garde des cartes joker, rentreront en contradiction avec ce que lui impose Bruxelles. Donc il ne peut plus être le leader de l'Europe, puisqu'il ne va plus dans le sens, il va devoir commencer à négocier avec, et on va prendre Mamie Merkel, qui fout des grandes perfusions d'ultralibéralisme à son peuple depuis maintenant pas mal de temps, et qui a l'air visiblement de bien aimer ça, puisqu'il revote pour ça. Donc ils vont remiser sur elle. Là-dessus, je pense qu'on l'a baisé, et ça fait plaisir de voir le Bonaparte de Pacotti descendre de son cheval. Par contre, cette victoire, on peut la payer, parce que, encore une fois, vu qu'il va appliquer un programme qu'il ne veut pas appliquer, enfin des réformettes qu'il ne veut pas appliquer en essayant de conserver au maximum la ligne générale qu'il veut conserver, on peut le payer, parce que la gauche comme la droite, et Macron est de droite, ont des cohérences économiques, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une façon différente de concevoir la création de richesses. Et vu qu'il va devoir faire un peu de gauche, beaucoup de droite, il va s'auto-freiner. C'est ce que font tous les hommes politiques, quasiment, enfin les présidents en fin de mandat, quand ça commence à être trop la grogne, et que dans les dernières années, regarde la dernière année de Sarko, la dernière année d'Hollande, on danse un peu en espérant tenir. Sauf que là, il commence à rentrer dans une politique de négociation, entre guillemets, avant la fin de la 2e année, quoi. Et c'est super chaud, parce que là, on va se taper donc 3 ans de direction molle, ou de violence reculée, quoi. Ça va être très très bizarre, et je pense que c'est pas bon, quoi. La 4e chose, c'est que je pense que Macron essaie de gagner du temps. S'il a été extrêmement peu volubile sur sa volonté de donner des réformes concrètes en grand nombre, c'est parce qu'il voulait proposer plein de trucs, aller dans toutes les directions, donner très très peu. Pourquoi? Pour pouvoir gagner du temps et faire cogiter les esprits jusqu'à Noël. Macron mise clairement sur Noël. Son augmentation opportuniste des primes de fin d'année pour ce Noël est complètement l'incarnation de ça. Et c'est là où la métaphore girardienne va atteindre le summum de son ironie, c'est qu'on va avoir le droit entre le combat fratricide, entre le bouc émissaire et Jesus. C'est-à-dire qu'il va tout miser sur Noël. Sur Jesus, Noël c'est Coca-Cola, mais c'est surtout Jesus, tu vois, c'est l'esprit de on fait des cadeaux, le pouvoir de l'amour, tout le monde s'aime, on se réconcilie, c'est la paix. Et il va espérer que ça arrive à péter cette dynamique ultra-violente,
enfin proto-testamentaire quasiment de violence sacrée et mimétique, quoi. Donc tu vois, Alain Soral te dirait que c'est le combat entre Yahvé et le Christ. Moi je te dis peut-être que c'est plutôt Jupiter, mais il va tenter d'enrayer, il va tenter d'utiliser Noël pour enrayer une force de l'histoire. Bonne chance, Jesus il a foiré. Donc mais dans sa tête, le mec se prend très certainement au-dessus de Jesus. Et le cinquième point, c'est que c'est loin d'être fini pour Macron. C'est loin d'être fini pour Macron parce que si Macron veut gagner du temps, c'est qu'il en a vraiment, vraiment besoin parce qu'à la rentrée, je pense que ça va chauffer sérieusement pour ses fesses à cause de pas mal de choses qui sont entre autres occultées par justement ce mouvement des Gilets jaunes et qui sont des choses qui vont arriver. Il y a 3 trucs qui vont pointer dans le nez de Macron et qui font que ce mouvement pourra rebondir d'une façon ou d'une autre ou que la contestation sociale, qu'elle soit de gauche ou de droite, continue. Et je vais expliquer lesquelles ce sont. La première, c'est la crise économique. Les annonces et les indices pour beaucoup d'experts ne sont pas bons pour 2019 et la croissance ne sera pas au rendez-vous. Donc c'est déjà un premier problème pour lui. Le deuxième problème, c'est qu'il va se taper la PMA. Oui, non, parce qu'il nous dit qu'il y a un moratoire sur le carburant, mais il y a un autre moratoire dont on ne parle pas, c'est le moratoire sur la PMA. Il y a pas mal de députés En Marche qui ont commencé à dire il y a 15 jours, le débat sur la PMA aura lieu au milieu de l'année 2019. Ça veut dire quoi au milieu de l'année 2019? Ça veut dire après les européennes. Ça veut dire qu'il va remettre la guerre entre l'État et les défenseurs de la manif pour tous, etc. Et déjà qui s'est tapé les prolos dans la rue, si en plus il se tape les bourges anti-PMA, il l'a dans le cul. Et le troisième sujet, ça va être incontestablement l'impôt à la source, le prélèvement à la source. Parce que là, je ne veux pas parler de ma chapelle, mais les youtubeurs, on ne sait pas comment on va être prélevé, par exemple. Et je parlais avec un type l'autre jour, que je salue et qui se reconnaîtra, qui a bossé à Bercy. Les mecs de Bercy ne savent pas. Les mecs de Bercy ne savent pas. Et alors, pour les indépendants, on verra, on ne sait pas. On espère que les premières, ça va passer. Ils vont te prélever à la source. Et pour les gens qui n'ont pas un salaire fixe, qui est le même depuis à quelques pourcents près, qu'on peut donc soustraire pour calculer, le même, des gens comme moi, un salaire fluctuant qui peut être de 2000 € un mois, de 800 de l'autre, de 3000 le mois d'après et de 400 le mois d'après, ils ne savent pas. Pour des gens qui vivent la vie de l'entrepreneuriat, de petit entrepreneuriat, ils vont devoir faire une moyenne et ils vont devoir rembourser. C'est-à-dire que tu vas devoir, toi, en l'état actuel, si jamais tu es trop prélevé, faire une déclaration pour contester. Et cet ami en question me disait, ben oui, mais alors, les contestations peuvent aller jusqu'à 18 mois. Comment tu vas expliquer, parce que tu te souviens à l'époque de l'auto-entreprise, il y a eu des erreurs à 30 000 € près. Comment tu vas pouvoir expliquer à un mec qui est à 150 balles près que là, tu vas le rembourser de ses 3 000 € dans 1 an et demi? Il va y avoir des gens qui vont être dans une précarité inouïe, parce que ce prélèvement à la source est une telle révolution à l'échelle fiscale que ça... c'est pas le moment. Et je pense que ça va jeter des gens dans la misère et que ça va relancer le conflit social et ça va participer en tout cas à remettre de l'huile sur le feu. Bref, quoi qu'il arrive, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous y trouverez des pistes qui vous permettront, vous en tout cas, de vous faire votre avis sur cette période qu'on vient de passer et qui va continuer. Donc, moi, je vais vous retrouver, je pense, demain pour une petite vidéo un petit peu hors série, justement, qui sera une vidéo humoristique, pour le coup, mais je tenais vraiment à prendre ce moment avec vous. J'espère que vous avez trouvé dans ces minutes, je ne sais pas combien de temps actuellement ça dure puisqu'on est pré-montage, j'espère que vous y avez trouvé en tout cas des informations nécessaires pour vous, voilà, ou que vous avez passé tout simplement un bon moment. Et moi je vais vous quitter sur justement monsieur René Girard qui parle du bouc émissaire, et je pense que conclure cette vidéo avec un peu de sagesse ne serait pas inopportun. Merci Cognac J, à vous les studios. Alors cette idée au fond c'est la suivante, c'est que le mimétisme qui est déjà présent chez les animaux prend chez les hommes une forme, une intensité particulière, et que le mimétisme est essentiellement conflictuel, que Platon et tous ses successeurs se sont trompés pour des raisons très importantes lorsqu'ils ont dit que le mimétisme n'était pas une conduite d'appropriation. On peut voir chez les singes déjà la tendance à s'approprier l'objet que l'autre veut s'approprier. Et aussitôt, on se trouve dans des formes de conflit et d'ambivalence qui, à mon avis, sont beaucoup plus simples, significatives, essentielles.
et qui finiront par recouvrir, à mon sens, même ce dont Freud parle dans le complexe d'Oedipe. Mais alors, si le mimétisme chez l'homme est une chose telle qu'elle devrait rendre la culture impossible, elle est aussi ce qui est absolument exigé par la culture, puisque le mimétisme, l'imitation, c'est l'apprentissage, c'est la transmission de toutes les conduites culturelles. Donc, s'il y a des crises mimétiques, au sens où j'emploie ce terme, il faut qu'il y ait aussi un mécanisme régulateur de ce mimétisme, un mécanisme qui soit à la fois naturel et culturel. Et je pense que l'observation, alors là c'est trop long pour résumer, n'est-ce pas, mais que des indices multiples dans les mythes, dans les rites et dans toutes sortes de choses nous mettent dans la bonne direction, qui est ce qu'on appelle vulgairement le mécanisme du bouc émissaire. Autrement dit, le mimétisme d'appropriation qui porte d'abord sur les objets, à partir du moment où le conflit s'intensifie... Oui, il y a violence là. C'est ça, il y a violence, devient violence, la violence elle-même est tout entière mimétique, est un phénomène de double, et porte sur l'antagoniste. À partir de ce moment-là, il devient cumulatif, et très rapidement, le mimétisme doit rassembler la communauté entière contre une victime, au fond, aléatoire. Mais étant donné que cette victime est perçue par tous comme responsable des désordres, elle est celle qui cause la peste, n'est-ce pas? Par conséquent, elle est la puissance maléfique par excellence, mais puisque sa mort réconcilie, puisqu'en fait il n'y a plus d'objet de conflit, elle devient, si vous voulez, aussi le sauveur, c'est-à-dire, on trouve tout de suite ici la dualité du sacré, de tous les mots du même genre, n'est-ce pas? Donc on a l'interprétation du sacré. On a aussi l'interprétation du rituel, puisqu'il est normal pour les communautés sauvées par ce mécanisme de vouloir le reproduire autant que possible. D'où la reproduction de la violence. D'où la reproduction d'une violence, mais d'une violence, si vous voulez, qui se déchaîne toujours sur des victimes choisies, canalisées, n'est-ce pas, et qui permettent aux autres de survivre. En somme, ce que je dis, c'est que derrière tous les ordres culturels, les systèmes différentiels dont parlent les structuralistes, il y a des mécanismes sacrificiels qui fonctionnent.